Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club, Dave toujours là. Je vais vous parler de comic book. Oui, je parle de films. Les films sont souvent, et séries sont souvent adaptés de comic book. Puis en ce moment, on vit quelque chose dans l'univers des comic books. Ceux qui ne suivent pas les comic books, nécessairement, vous ne le savez pas, mais on vit comme une nouvelle ère. Il y a comme une genre de renaissance. C'est en train de redevenir populaire. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout déconstruire. Les fans de comics sont en train de recommencer à collectionner, à relire des comics. Il y a des versions digitales qui sont disponibles. Je vous encourage à aller les checker. Je vais vous en nommer 3 qui existent. Il y a Marvel Unlimited, qui est l'application pour Marvel. Voyez-le comme du Netflix. Là. Vous payez par mois pour pouvoir regarder autant que vous voulez. C'est ça. DC, ils ont DC Universe, bien sûr, qui est un peu la même chose. Et ensuite, il y a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Global Comics, que je vous conseille aussi, parce que Global a les compagnies indépendantes et même du DC. Donc, les compagnies indépendantes sont vraiment intéressantes. On parle de Image, on parle de IDW. Il y en a beaucoup de compagnies qui existent comme ça, Dynamite. Découvrir ces films-là, cette série-là de comics, ça peut être une grosse job. Ça peut être difficile, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, je vais vous en recommander certains. Puis pourquoi ça devient intéressant, c'est à cause que c'est des séries qui vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin, veux pas. Parce que le boss fait juste montrer. Puis ce qui va arriver finalement, c'est que les studios, les compagnies vont vouloir adapter certains de ces trucs-là. Puis là, vous allez vous rappeler que, oui, ça existait déjà il y a quelques années. Et une fois que ce sera adapté, même ceux qui collectionnent les comics, je vous conseille peut-être d'aller chercher les premiers numéros parce que quand ça va devenir populaire, les gens vont être comme, ça vient d'où? Ça vient d'un numéro de comic. Et ce numéro de comic-là, maintenant, il est plus disponible. Ou maintenant, ils l'ont print 2, 3, 4 fois. Puis ceux qui ont de la valeur, c'est les printings originaux. Quand ces trucs-là sont adaptés, ils deviennent populaires. S'ils deviennent populaires, vos comics peuvent prendre de la valeur. Peuvent. Ça dépend de plusieurs éléments, incluant si vous les avez bien entretenus. Mais ça prend plus qu'une chose. Donc, je vais vous parler de certains trucs. Premièrement, termes de comics. Les gros fans de comics, vous savez déjà sûrement, il y a un terme très simple pour les comics. On dit toujours « the big two ». Les big two, c'est Marvel et DC. Les deux compagnies. Mais il y a beaucoup plus que ça. Des compagnies plus petites. Et les compagnies qui sont pas dans le big two commencent aussi à monter. Et ils ont chacun des trucs à succès, de près ou de loin. Le premier que je vais vous montrer, est-ce que je commence d'abord par les big two? Allons d'abord avec les big two. Marvel et DC ont tous les deux mis sur pied quelque chose de où ils créent un univers où ils réinventent leur personnage. Ils changent les bases fondamentales du personnage et ils le recréent pour voir si le personnage va quand même devenir qui il doit être, mais avec des nouveaux défis parce qu'ils sont dans des conditions différentes. DC, à mon avis, est en train de le faire encore mieux. J'ai commencé d'abord par vous parler de celui de Marvel, le Ultimate Universe. Il y a eu les anciens Ultimate Spider-Man, Ultimate tous les personnages que vous pouvez connaître, vous allez voir le mot Ultimate dessus qui était écrit. Il y a une ancienne version. Le nouveau Ultimate Universe est intéressant, mais je trouve que celui qui est le mieux réussi, c'est Ultimate Spider-Man, bien sûr. J'en ai déjà parlé quelques fois, pour ceux qui m'écoutent souvent, c'est l'histoire où Peter Parker n'est jamais devenu Spider-Man quand il était adolescent, sorti à l'école, piqué par une araignée et tout. Il vit sa vie, il travaille, il est journaliste, il travaille pour le Daily Bugle avec J.J. Jameson, qui se trouve à être un très bon ami à son oncle, Uncle Ben, qui est toujours en vie. Et Peter est marié avec Mary Jane et a 2 enfants. Et un jour est contacté par un hologramme de Tony Stark, qui lui raconte que son avenir a été changé et modifié. Quelqu'un a voyagé dans le temps et à l'époque où il devait devenir Spider-Man, quelque chose a été changé, qu'il a jamais été piqué, il est jamais devenu Spider-Man. Quelqu'un a joué avec le temps. On parle de tout ce qui est les trucs parallèles et tout, et l'a empêché d'atteindre sa destinée. Mais on a besoin de Spider-Man parce que he's the best of all of us, là, comme on dit tout le temps. Donc, Tony a mis quelque chose de côté pour que on puisse retrouver Spider-Man si jamais la personne qui a fait ça réussit à l'empêcher d'être Spider-Man, pour au moins qu'il puisse devenir Spider-Man plus tard. Donc, il devient Spider-Man pour la première fois, beaucoup plus tard dans sa vie, avec des responsabilités familiales et tout ça. Excellente histoire.
Ultimate Spider-Man, je vous la conseille définitivement. Moi, j'ai toujours dit, je pense que ça, juste cette histoire-là, pas tout le Ultimate Universe, mais juste Spider-Man, Ultimate Spider-Man devrait être adapté en film d'animation. Ce serait une excellente histoire. Quand on aura fini avec les Spider-Verse, voilà une bonne histoire adaptée en film d'animation, à mon avis. Le reste du Ultimate Universe, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. J'aime l'Ultimate Universe, mais pas nécessairement chaque série, parce que chaque personnage en a. Les Black Panther Ultimate, X-Men Ultimate. À mon avis, c'est bien, mais c'est pas au niveau de ce que Ultimate Spider-Man est. Puis, juste pour vous donner la puce à l'oreille, encore plus, la personne qui a fait ça, c'est Reed Richards, qui est Mr. Fantastic, mais une version méchante de lui qui s'appelle The Maker. Et The Maker est un personnage vraiment intéressant. Alors, c'est à découvrir et je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que ce serait trop long parce que j'en ai d'autres aussi que je vais vous parler. Ensuite, le Absolute Universe de DC qui fait la même idée, mais ce serait Darkseid qui a atteint des niveaux d'entités avec des entités spatiales et mystiques et tout tellement gros, il y a une histoire avec Spectre, ce serait trop long à expliquer, mais Darkseid a réussi à faire quelque chose où dans l'univers, il a réussi à déclencher quelque chose où il a lui-même créé un univers qui est un peu à son image dans le sens de qu'il est à l'intérieur de lui, tu sais, son côté sombre, son côté vide, son côté sans amour et tout. Donc, il y a un univers parallèle qui existe, qui a été déclenché par lui. Et dans cet univers-là, il y a des versions des personnages qu'on connaît qui existent, qui, eux, manquent un élément essentiel de qui sont d'habitude. Puis on voit comment ils vont évoluer, qui est très différent. Ultimate Batman, excellent. Vraiment différent, super violent. Je pourrais pas rentrer sur tous les détails de pourquoi il est bon, mais pensez juste au fait que, premièrement, il n'a pas d'Alfred, c'est un homme comme tout le monde, il est pas riche. Il peut être extrêmement violent et que tout son suit est utile, vraiment au point que même le back signal est une arme, que les oreilles sont une arme, que la cape fait des choses aussi différentes, qu'elle est beaucoup plus malléable que juste un tissu. C'est un personnage vraiment intéressant, personnage de Monsieur, Madame, tout le monde qui vit dans la ville, qui connaît les recoins de toute la ville. D'ailleurs, si je me trompe pas, il a été élevé à Crime Alley, qui normalement est la place où il a perdu ses parents dans la version originale. Écoutez, Alfred est là, mais Alfred est un ancien agent du MI6 anglais. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'on veut savoir où sont les twists. Alors, si c'est comme ça, comment va être Joker, comment va être tout le monde, c'est vraiment super intéressant. Et c'est un coin de l'univers qui est séparé, mais qui connecte à l'univers général, puisqu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers général aussi. Pendant que Darkseid a créé cet univers-là, le vrai Justice League est en train d'évoluer et est maintenant devenu Justice League Unlimited, comme la série. Donc, ils sont une armée, ils sont un paquet, ils sont pas 5, 6, 7 membres. C'est vraiment intéressant. En même temps, on a Wonder Woman qui, elle, a été élevée en enfer avec Cersei, qui est beaucoup plus hardcore comme guerrière. Je veux pas rentrer dans les détails. Superman aussi est très différent. Il a grandi sur Krypton dans cette version-là. Et il fait partie de la basse classe sociale de Krypton. Encore une fois, je saute rapidement sur ces éléments-là. Je donne des éléments pour que vous voyez à quel point c'est cool. Puis en plus de tout ce qui se passe dans le main universe, avec le Justice League Unlimited, où maintenant tout le monde est là. On parle de Black Lightning qui est là. Tout le monde est là. Et pendant ce temps-là, à chaque fois, on attend qui va être le prochain Absolute. Donc, on a Absolute Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman. On a Absolute Flash qui s'en vient. Puis qu'on se demande pour chacun, Absolute Green Lantern, qu'est-ce qui va arriver, puis comment ils vont nous les présenter, puis comment ils sont différents de la version originale. Fait que tout est possible. C'est super intéressant. Ça, c'est ce que les Big Two font, entre autres, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les X-Men qui sont en train de se réinventer avec une super histoire où Professor X n'est plus le chef, où les groupes se sont séparés, puis certains de nos jeunes sont maintenant devenus des chefs. Kitty Pryde a son propre groupe. La chef des X-Men principaux, c'est Rogue. C'est vraiment intéressant. Storm a sa série solo. On pourrait aller vraiment loin là-dessus. Maintenant, je vais vous rentrer sur les indies, pas les Big Two. Certains, parce que je verrai des adaptations, ou certains qui sont en train de se faire travailler. Le premier, c'est ce qui est juste derrière moi ici. Something is Killing the Children. Ça, c'est au stade en ce moment de pré-production. Les gens sont sur les scénarios. Une superbe histoire, un super comic qui existe depuis quelques années. Comic graphic novel, assez cru, assez violent.
ils font un scénario pour une série qui va être sur Netflix, si tout va bien. Mais on est vraiment au stade de scénario. Netflix a accepté le projet. Il y a un budget qui est supposé être là pour. Il y a vraiment, vraiment du gros potentiel. Le potentiel, voyez-le, et je fais vraiment de base. Le potentiel de l'histoire, c'est imaginez le concept du monstre dans le placard ou en dessous du lit, que les enfants ont toujours eu peur. Des créatures maléfiques, vraiment evil. Imaginez qu'ils existent, ces créatures-là, pour de vrai. Que c'était pas dans la tête des enfants, mais que tout d'un coup, les meurtres, les trucs horribles commencent à arriver de plus en plus souvent. L'histoire se passe au début dans un petit village, puis on sait pas pourquoi. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient pour les chasser, ces créatures-là, comme une genre de hunter. Mais les personnes qui peuvent voir ces créatures-là doivent soit être très spéciales, uniques, chosen, vous voyez ça comme vous voulez, qu'ils ont quelque chose d'unique en eux, ou vous devez être un enfant. Les enfants peuvent les voir. Donc, c'est une histoire de malade et le monde pensait pas au début qu'on serait prêt à l'adapter avant parce que ça parle de tuer des enfants. Littéralement. Mais quelle bonne histoire. Et je peux pas vous en donner plus. Mais Something is Killing the Children. Là, je vous ai dit, on n'est plus dans les Big Two, c'est des comics indépendants. Si je me trompe pas, est-ce que c'est Boom? Ça se peut que c'est Boom Studio, qui est une compagnie aussi de comics indépendants. Sinon, ensuite, je vous parle d'un autre qui, lui, il n'y a pas de projet d'adaptation, mais l'histoire est tellement bonne que si j'aurais le budget, je le ferais moi-même. Ça s'appelle Department of Truth. J'ai pas le numéro avec moi. Department of Truth, en gros, voyez-le comme si c'est des conspirations dans le gouvernement. Imaginez que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a quelque chose dans l'univers qui existe, qu'il y a un pouvoir dans le fait de croire en quelque chose. Ce qui veut dire que si assez de gens croient en quelque chose, cette chose existe pour de vrai. Donc, là, on rentre dans les conspirations, des trucs de qu'on essaie de faire croire en des cultures, en des religions, en des théories. Quand les théories sont crues par trop de personnes, ces choses deviennent véridiques. Donc, il y a plein d'aspects politiques dedans. Et Department of Truth deal avec des événements qui sont vraiment arrivés dans notre historique. On parle de l'assassinat de John F. Kennedy. On parle de plein de corruption dans la politique américaine et même mondiale. Donc, c'est une histoire de comment manipuler la vérité mais pas pour que les gens y croient, mais pour qu'elle devienne la vérité et qui essaie de faire ça. Alors, c'est une histoire que je trouve que c'est tellement un bon concept et c'est un des seuls aussi que je peux dire littéralement, ça c'est une série, ça c'est du concept de série automatiquement. C'est pas besoin de dire est-ce que ça pourrait être bon en film. Ça pourrait être bon en film, ça c'est un concept, ça se vend tout seul à mon avis. Department of Truth, un super bon comic. Ensuite, l'autre, c'est les gens savent pas à quel point c'est en train de grossir en ce moment. 2 grosses franchises qui, eux, sont sur des compagnies indépendantes, pas sur les Big Two. La première, TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Tout le monde connaît les Ninja Turtles. Ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de The Last Ronin, qui est une histoire qui se passe après que les Turtles seraient morts. Il y en a juste un qui restait en vie, puis c'est dans un futur alternatif, apocalyptique. Tout est différent. Cette histoire est super bonne, mais qui a été créée d'ailleurs par les vrais créateurs qui faisaient les premiers comics de Turtles, qui étaient sérieux et hardcore. Mais cette histoire a une suite. Il y a Last Ronin, après il y a un deuxième Last Ronin, et après les Last Ronin, ce qui se passe avec la suite de Last Ronin, c'est qu'il y a des nouveaux Turtles. Ça, je peux vous le dire, parce que c'est le début d'une nouvelle ère. Vous voyez ça comme la nouvelle ère des Turtles. Et c'est très prometteur comme histoire. Ça pourrait vraiment être adapté dans l'avenir. Il y a 4 nouveaux Turtles qui sont très différents. C'est pas 4 bonhommes verts avec des bandanas. Ils ont pas les mêmes teintes. Il y en a qui ont des petites cornes. Il y en a 4. Pas des noms par cœur, mais les noms sont originaux parce que chacun des noms veut dire le numéro 1 dans une langue différente. Il y en a un qui s'appelle Uno. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Odin. Les 4 Turtles ont grandi avec la légende des Leo, Donatello, Raphael et Michelangelo, mais ils les ont jamais rencontrés. Il y avait juste un des 4 qui existait quand eux, ils étaient tout petits bébés. Donc lui, il les a peut-être déjà vus, mais eux, ils ont pas connu. Fait que c'est comme un peu comme leur grand-père, comme ils les vénèrent. Puis leur sensei à eux, c'est la fille de April.
Parce que la fille de April a été entraînée dans Last Ronin par le Turtle, qui est le Last Ronin. Je fais exprès de pas vous dire lequel des Turtles est dans Last Ronin, parce que c'est supposé être un punch qu'on apprend après le premier volume. Donc, toute l'histoire de qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération de Turtles est vraiment bonne. On parle de descendance, puis si vous avez aimé les classiques, tout est connecté, même dans Last Ronin, la descendance de Shredder, la descendance du Foot Clan, la descendance des Turtles maintenant. Puis, même si techniquement ces Turtles-là ne sont pas les enfants des Turtles d'avant, c'est juste d'autres mutated animals. Voilà. Alors, voilà un exemple de quelque chose qui est vraiment, vraiment unique. L'autre, c'est un numéro qui vient de sortir, et puis je l'ai montré tout à l'heure à JP, justement, en arrière. Un monde tellement original à les mixer ensemble, qui va mixer des générations. TMNT X Naruto. Les Turtles, ça c'est les originaux, mixés qui rentrent dans l'univers de Naruto. Aussi bizarre que ça paraît, c'est un fit complètement naturel. Ça se passe dans le temps, c'est pas de nos jours. Kakashi connaît Splinter. Ils ont un historique ensemble. Splinter vient d'un clan. Il y a plein de clans dans Naruto. Donc, Splinter vient d'un clan, Naruto vient d'un autre clan, et puis il y a plusieurs clans. Ceux qui connaissent Naruto le savent. Les Turtles viennent d'un clan aussi. Il y a une adaptation. Il y a Baxter, le bad guy qui aime fusionner les humains et les animaux ensemble, est complètement connecté à l'univers de Naruto. Il y a des animaux qui sont mélangés avec des humains, des animaux qui parlent et tout. Puis Naruto qui trouve ça un peu louche. C'est un univers qui, surprenamment, je pensais que c'était juste pour la gimmick de mélanger des choses, que les comics l'ont toujours fait. Là. C'est Spider-Man, Predator, ce que vous voulez, Avengers, Godzilla, anything. Ils ont toujours fait ça pour le plaisir de alternatif. Ayons du fun. Mais cet univers est un fit naturel. Vraiment naturel. Ils sont déjà des ninjas. Les Turtles aussi. Donc, je vous conseille d'aller le découvrir. J'ai lu le premier numéro. C'est très bon. Honnêtement, très bon. Et je pense que ça rend hommage aux deux mondes. Puis c'était une bonne idée, c'est les Turtles qui sont le monde de Naruto. C'est un meilleur fit que l'autre bord. Que Naruto dans New York City, là, moderne. Le fit serait pas, au moins pas commencé comme ça, disons. Ensuite, mon dernier, un univers de comics que personne sait qui est en train de grossir. Ça s'appelle le Energon Universe. OK? Energon Universe, ceux qui connaissent le mot Energon, vous allez voir que vous allez dire, je connais ça, ça vient de Transformers, right? Exactement. Energon Universe, c'est l'univers où ils ont mixé Transformers et G.I. Joe. Mais c'est pas genre les deux se voient puis ils se combattent puis ça aurait été classique comme tout le monde aurait fait, faisons-les, il y a une guerre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ils appellent pas ça Transformers X G.I. Joe quelque chose, ils appellent vraiment ça Energon Universe parce que c'est plus large, il y a d'autres races, il y a d'autres cultures, ça va spatial et tout. Donc ce qui se passe, c'est que en résumé, voyez ça comme les Transformers existent comme vous les connaissez. Il y a des guerres qui durent depuis Cybertron depuis longtemps. Puis il y a plusieurs clans. Il y a pas juste Autobots, Decepticons. Il y a toujours plusieurs groupes. Puis il y a eu le problème avec Cybertron qui va exploser et tout. Pendant ce temps-là, certains Transformers se sont enfuis. Ils sont arrivés sur Terre. Avec le temps, ils sont arrivés sur Terre. Éventuellement, les humains ont découvert des Transformers, effectivement. Ça connecte un peu. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont aussi découvert, comme disons sur des cadavres, des anciens morceaux de Transformers qui sont inactifs, morts offline. Ils ont découvert la nouvelle technologie. Fait que les humains ont commencé à vouloir essayer de reverse engineer ça, puis créer leur propre nouvelle technologie. Puis c'est là que vous voyez que, encore une fois, une histoire qui fait naturelle. Pendant que tout ça est en train d'essayer de se fusionner, il y a des clans qui commencent à se former de criminels. T'as Cobra Commander, là t'as tous les autres qui commencent Destro, qui existent des personnages qui sont vraiment de... Même moi, j'ai grandi avec ces cartoons jeunes, mais G.I. Joe, j'avais oublié les personnages. Maintenant, on commence à voir leur intérêt. Là, ils commencent à voir du Energon, et ils voient que ça, c'est une source d'énergie vraiment intéressante. Là, ils veulent utiliser cette source d'énergie-là pour pouvoir créer des nouvelles armes et de nouvelles choses que des humains veulent faire. Là, t'as des Transformers qui sont pas contents qu'on utilise du Energon, qui sont leur source d'énergie. Là, maintenant, il commence à avoir un clash qui commence avec ça. C'est un fit super naturel. Puis à cause que ces groupes-là de criminels de haute technologie commencent à se créer, puis t'as des personnages comme Destro qui, lui, est plus un marchand d'armes et un créateur d'armes qui travaille avec Cobra. Tout ça a l'air d'être en train de grossir. Tout d'un coup, les services secrets rentrent. Et là, t'as des personnages comme Scarlet qui vont rentrer, qui rentre, qui a sa propre série de comics où elle est vraiment comme une Black Widow. D'ailleurs, son comic est écrit par
le gars qui a écrit le dernier comic de Black Widow. Ils savent ce qu'ils font. C'est un gros univers. Là, tout d'un coup, à cause de tout ça, il y a une initiative qui est mise sur pied pour créer les Joes, les G.I. Joe. Puis, ils rentrent dans cette histoire-là. Tout est en train de se connecter, puis c'est un fit super naturel. Est-ce que c'est pour les enfants? Non. C'est hard, c'est assez mature. Ça respecte beaucoup de trucs classiques, mais c'est vraiment en train de réinventer les personnages, les mettre dans des circonstances. On est comme dans un nouveau début. C'est pas comme ils existent depuis 20 ans, puis tout d'un coup, on les fait se rencontrer. Les G.I. Joe sont en train de se former, les membres se rencontrent pour la première fois, il y a des personnages qu'ils n'ont jamais rencontrés. À un moment donné, on voit même des clans, puis on comprend que ça, c'est le clan de Storm Shadow et l'autre ninja, les deux ninjas. Et c'est une série qui est en train de vraiment grossir, puis ils ont des bons créateurs pour chaque section, parce que le Enduring Universe, il y a des histoires de Transformers, il y a des histoires de G.I. Joe, il y a des histoires solo de chaque personnage, mais ils sont toutes interconnectés, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir lues. Donc, c'est impressionnant, la qualité derrière. Il y a même Robert Kirkman qui est derrière aussi, qui lui fait une autre série dans le même univers. Robert Kirkman, ceux qui savent pas, c'est le créateur de Walking Dead et Invincible. Alors, il y a une panoplie de créateurs derrière aussi. Et encore, on parle de compagnies indépendantes. On parle pas des Big Two. Et c'est des comics qui vendent. Et qui vendent vraiment, vraiment bien, qui sont dans les comic book stores. Alors, là, je fais le tour de certains comics parce que c'est intéressant. Je sais que je suis un channel sur les films et les séries, mais je vous en parle parce que c'est des trucs qui pourraient être adaptés, comme je vous ai dit au début. Il y a des trucs là-dedans qui vont être adaptés. Il y a des trucs que je pense c'est une bonne inspiration pour être adaptés, qui devraient être adaptés. Puis ça, c'est juste le premier que je fais. J'aimerais en faire d'autres comme ça parce que les comics sont peut-être dans une nouvelle ère en ce moment, que ce soit Marvel, DC, les Big Two ou d'autres compagnies indépendantes que je vous incite à aller découvrir. All right? So, Redcon Movie Club, Dave, peace. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer.